Et coucou, nouvelle petite vidéo aujourd'hui pour te parler un peu d'histoire et surtout de l'importance de l'influence de l'au-delà et de son impact au sein des civilisations, peuples, cultures et sociétés du fond des âges jusqu'à nos jours. Je vais donc aujourd'hui remonter le temps, parcourir le monde au travers de différentes descriptions de croyances, cultes et rites d'hier et parfois d'aujourd'hui. C'est ce que je te propose de découvrir ou de redécouvrir avec moi aujourd'hui. Historiquement et géographiquement, la croyance en l'intervention d'esprits désincarnés dans notre réalité et la manière de les invoquer ou de les calmer est certainement l'une des plus anciennes et des plus répandues qui soit dans les civilisations humaines. En Mésopotamie antique, par exemple, pour les Assyriens et les Babyloniens de Mésopotamie, les morts étaient un souffle, une vapeur. Ils pouvaient hanter les maisons. Les destins des hommes étaient fixés dans l'autre monde. Les morts connaissaient la destinée des vivants et pouvaient leur donner des conseils. En Égypte antique, les Égyptiens croyaient en un rat que certains auraient relié au périspirite du mort au sens du terme périsprite, donné par le spiritisme. C'est le rat qu'ils essayaient de retenir dans le tombeau en lui préparant des offrandes. Dans certaines conditions, ils invoquaient les morts pour obtenir d'eux des rêves prémonitoires. Dans la Grèce antique, l'évocation des morts était codifiée. La communication avec les défunts faisait partie intégrante de la religion, disposait de ses prêtres, de ses temples et même de sa fête annuelle en Europe. Platon, adepte du culte à mystère d'Éleusis, présente dans certains de ses livres, notamment dans Phédon et également le mythe d'Hère le Pamphilien, dans La République, une vision très proche de celle du spiritisme. Socrate était aussi clairaudient. Il fut initié par Pythagore au mystère et était guidé par son esprit protecteur qu'il appelait Daimon. Si tu te souviens, j'en avais un petit peu parlé de Platon dans une courte vidéo. Donc maintenant, on va voir un petit peu ce qui se passe dans le monde celte pré-chrétien. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Gaule, les druides et plus particulièrement les vates invoquaient régulièrement les morts dans des enceintes de pierre édifiées en pleine nature. Peuple et souverains les consultaient. Ce fut le cas de Vercingétorix qui, avant de soulever la Gaule contre César, se rendit chez les prêtresses de l'île de Saint pour consulter les âmes des héros morts. À la même époque, les religions nordiques se construisaient autour de la communication permanente entre le clan et ses défunts qui le protégeaient puisqu'ils étaient détenteurs de plein de savoirs. Une communication d'autant plus permanente qu'il n'existe pas de frontières réelles entre les deux mondes. Alors maintenant, rendons-nous en Rome antique. Le monde romain, qui s'adonnait volontiers à des pratiques magiques, les réprouvera à peu près de tout temps dans ses lois. Dès la loi des 12 tables, mais celle-ci ne semblait pas viser les nécromants. Le régime impérial autoritaire n'aimait guère les devins qui, autant que les vendeurs de filtres et de charmes, pouvaient encourager les ambitieux à l'assaut du pouvoir. Exemple, Tibère, Néron, Claude, dit Clotien, servirent sans succès comme en témoignent de nombreux procès en sorcellerie. Par culture et par tradition, les empereurs, les généraux et tout le peuple de la Rome antique se pressaient chez les Sibylles, les prophétesses dont le ministère fondé sur la communication avec l'au-delà s'exerça d'abord en Grèce avant d'être popularisée dans toutes les contrées du vaste empire. La plus célèbre d'entre elles était Sibylle de Cume, prêtresse d'Apollon. Elle rendait par écrit les oracles qui lui parvenaient du royaume des morts. Voilà. Donc maintenant, passons au shintoïsme au Japon. Selon le shintoïsme, religion ancestrale du Japon, un nombre considérable d'esprits invisibles, les kami,
interagissent en permanence avec les humains et dans les événements terrestres. Quant au vaudou carabéen, vers 5000 avant Jésus-Christ, les Antilles furent colonisées par un peuple venant d'Amérique du Sud, les Taínos du groupe des Arahuacos. Ceux-ci croyaient en des dieux artisans et en un monde peuplé d'innombrables esprits capables de se métamorphoser à volonté, bien sûr. À partir du XVe siècle, la colonisation européenne débute et, un peu plus tard, l'importation d'esclaves africains compléta ce métissage d'où naquit le vaudou à Haïti. Celui-ci combine les croyances issues du Ténos avec celles venues d'Afrique, notamment du golfe du Bénin, Yoruba, Bakongo, Dahomey, avec les rites catholiques des colons français installés aux Antilles à partir du XVIIe siècle. Le vaudou est centré sur le culte d'innombrables esprits ou dieux appelés Loa qui gouvernent tous les domaines de l'existence, la fertilité, la mort, les animaux, etc. Ancien dieu haïtien de l'amour, de la sexualité et de la fertilité, Guédé apparaît dans le vaudou d'Haïti comme un dieu de la mort, qui désigne en plus un ensemble de loas liés simultanément à la fertilité et à la mort. Le plus important de ceux-ci est Baron Samedi ou Baron Lacroix ou Baron Cimetière, qui, selon les traditions, est le chef des esprits, leur père ou l'un des aspects de Guédé. En plus de dessins rituels tracés sur le sol et nommés Vévé, les offrandes comme des coques noires, des friandises, des cercueils miniatures ou des bouteilles de rhum gainées de sequins sont offertes pour invoquer ces esprits très nombreux, à des fins variées, divination, psychopompe, etc. Deux synthèses locales comparables au vaudou sont appelées respectivement Candomblé au Brésil et Santeria à Cuba. Dans l'animisme des traditions premières, la majorité des traditions animistes dites premières entretiennent une communication avec l'au-delà par le biais du chamanisme. Les chamans des premiers peuples d'Amérique, d'Asie et de l'extrême nord de l'Europe, de l'Afrique et de l'Océanie assurent le lien entre le visible et l'invisible. Leurs échanges avec les défunts ne représentent qu'une part de leur fonction. Le chamanisme se perpétue encore de nos jours. Dans la tradition hébraïque, la loi de Moïse, le Deutéronome, interdit aux Hébreux d'interroger les spectres et d'invoquer les morts. Selon le premier livre de Samuel, Saül consulta néanmoins la nécromancienne d'Endor pour s'entretenir avec l'esprit de Samuel avant une bataille contre les Philistins. Dans la tradition des évangiles, certains auteurs des évangiles comparent les anges à des esprits et utilisent ces deux mots comme synonymes. En grec ancien, langue des évangiles, le mot ange signifie messager. Marie dialogue avec l'ange Gabriel et Jésus s'entretient avec Moïse et Élie, tous les deux pourtant décédés au moment de cet entretien. Même s'il s'agit de discussions entre humains et esprits, la nuance avec le spiritisme tient au fait qu'il s'agit d'apparitions et non de venue de mort à la suite d'invocations. L'avenir n'est pas révélé à la demande de l'humain, mais au contraire, l'esprit est le messager de Dieu. Intéressons-nous aux positions des religions monothéistes envers le spiritisme au Moyen-Âge, à présent. Donc, concernant l'Église catholique romaine, il faut savoir qu'en l'an 318, l'empereur Constantin, comme plusieurs de ses prédécesseurs non chrétiens, publie
un décret interdisant la communication avec les âmes des défunts. Certains temples des Sibylles sont alors détruits. Durant les siècles suivants, le clergé lutte contre cette pratique qui faisait la force des anciennes religions et le pouvoir de leur clergé et l'associe généralement au diable. Évidemment. Donc la nécromancie devient alors synonyme de magie noire, dans le sens où l'on considère que ce sont les démons qui se manifestent et non des esprits. C'est l'avis de Lactance vers 300 et d'Augustin, comme la plupart des pères de l'Église au Moyen-Âge. Dieu interdisant aux anciennes tribus d'Israël de chercher à communiquer avec les morts dans le Deutéronome. La réponse à de telles invocations est une désobéissance qui ne peut venir que des démons. Dans l'anthropologie chrétienne, l'homme étant libre, il n'a pas de destin. Il est donc impossible de prédire son avenir. Toute parole sur son avenir ne peut être qu'un mensonge. Par opposition, la prophétie est toujours conditionnelle. Elle est un avertissement sous forme d'appel à la pénitence sur les conséquences d'un comportement néfaste. Au XIIe siècle, par l'intermédiaire de traductions latines de l'arabe, la nécromancie, élevée à la dignité de science, devient quasiment un savoir que l'on traite comme tel. Les expériences nigromantiques se retrouvent dans les traités de magie comme le Picatrix, le Liber Sacratus ou le Liber Vaccae, qui circulent dès le XIIIe siècle et dont il est assuré qu'ils étaient lus avec attention dans les milieux lettrés, les cours royales, princières et jusqu'à la curie romaine. Au XIVe siècle, de nombreux procès impliquant de hauts personnages ou des savants comme Cecco d'Ascoli en 1327 témoignent de cette effervescence intellectuelle autour de la nigromancie. Au XVe siècle, le ton change. De l'idée de commerce avec les démons, on passe à celle de pacte avec le diable et on pense que les sorciers, surtout les sorcières, constituent une secte dont l'objectif est de renverser l'ordre chrétien. L'intérêt pour la nécromancie ne s'éteint pourtant pas et se perpétue même jusqu'au sein de l'élite ecclésiastique sous des prétextes tolérés. C'est ainsi qu'en France, en 1588, Noël Taillepied, donc né en 1540 et décédé en 1589, docteur en théologie, publia à Rouen un livre intitulé « Psychologie » ou traité de l'apparition des esprits, à savoir des âmes séparées, fantômes, prodiges, accidents merveilleux, dans lesquels il écrit, ouvre les guillemets, souvent, il advient que quand aucun de nos parents demeurant en pays lointain seront grièvement malades, nous aurions tombé en la maison des choses qui sembleront pesantes et feront un merveilleux bruit. Puis, après, on trouvera cela être devenu à l'heure même que ceux parents seront trépasse. C'est une chose comme ordinaire à quelques-uns que quand une personne doit mourir, ils ont ouvrir et fermer les fenêtres des portes. Quelqu'un monte par les degrés et autres cas semblables quelquefois, un esprit se montrera dans la maison. Ce qu'apercevant, les chiens se jetteront entre les jambes de leur maître et n'en voudront partir car ils craignent fort les esprits. Ferme les guillemets. En islam, Mahomet s'entretient avec l'ange Gabriel. Par ailleurs, les djinns invisibles peuvent intervenir dans la vie courante. Le marabout est une figure traditionnelle d'Afrique. Des mystiques musulmans affirment être en contact avec l'au-delà. Par exemple, Riaz Ahmed Gohar Sahi. Enfin, la manifestation des défunts est considérée comme une possibilité par la plupart des courants de pensée de l'islam. Donc là, maintenant, on va en arriver au temps moderne. Donc John Dee, né en 1527 et décédé en 1608, est un mathématicien astrologue qui témoigna de communication avec les anges par le biais de médiums. Emmanuel Swedenborg, né en 1688 et décédé en 1772, est le premier scientifique moderne à publier une importante littérature basée sur des visions qu'il prétendait avoir de l'au-delà et sur des échanges qu'il prétendait avoir avec les anges et les esprits.
Ce savant se montre polyvalent, à la fois mathématicien et théologien, physicien et naturaliste. Fort de sa renommée, il décide à l'âge de 56 ans de se consacrer au mystère de l'âme. Il passe les 27 dernières années de sa vie à côtoyer le monde des esprits, bons et mauvais. Il produit une dizaine d'ouvrages inspirés de ses visions de l'au-delà. Ses idées encouragent de nouveaux courants de pensée, comme le martinisme ou celui des théosophes. Justinus Kerner, quant à lui, né en 1786 et décédé en 1862, publie le compte-rendu de ses observations sous le titre Die Schering von Prevost. Alors là, traduit en français, La voyante de Prévost, considération inaugurale sur la vie intérieure de l'être humain et l'intervention d'un monde des esprits dans le nôtre. Ferme les guillemets. À la suite de découvertes du magnétisme animal, Franz Anton Mesmer élabore une méthode appelée le mesmérisme. Il s'agit alors d'une nouvelle thérapeutique liée à une façon originale de concevoir la santé et la maladie. En 1779, un mémoire sur la découverte du magnétisme animal, Mesmer expose en 27 points les principes de son système. Il affirme qu'un fluide physique emplit l'univers et relie les hommes, les animaux, la terre et les corps célestes entre eux. La maladie ne serait que le résultat d'un engorgement de cette énergie à certains endroits du corps. Rétablir une circulation harmonieuse du fluide favoriserait la guérison. Un des disciples de Mesmer, Armand Marc-Jacques de Chastenay de Puységur, fait la découverte du somnambulisme magnétique, ancien nom de l'hypnose d'ailleurs. Les études sur le fluide des êtres vivants conforteront Allan Kardec dans sa théorie qui affirme que ce fluide est un moyen utilisé par les esprits pour se manifester. Que se passe-t-il au XIXe siècle ? Eh bien, selon Prado, avec l'essor du spiritisme au XIXe siècle, une composante viendra alimenter son système de pensée et de pratique. Il s'agit des sciences. À l'époque, le monde scientifique montra un fort intérêt pour les tables tournantes, les Ouija, l'écriture automatique, etc. Pour les uns, il s'agissait d'en prouver la supercherie, pour les autres, de prouver la véracité de tels phénomènes extraordinaires. Certains détracteurs du début furent convaincus du bien fondé des phénomènes spirites par la suite. Donc voilà ce que je t'ai expliqué par exemple dans la vidéo qui parlait, je crois, d'Einstein. Donc c'est ce qu'on voyait à cette époque-là, on voyait l'émergence de sciences liées à toutes les forces invisibles, dont celle-ci. La psychologie a fortement été interpellée par les phénomènes dits spirites. Un des premiers auteurs à proposer une théorie de l'inconscient en France s'était proposé d'expliquer le mouvement des planchettes spirites ou des tables. Pierre Janet, né en 1859 et mort en 1947, étudiait les formes les plus élémentaires et rudimentaires de l'activité humaine. Ces activités étaient caractérisées par des mouvements du corps spontanés, réguliers et non déterminés par le libre arbitre. Il considérait l'existence d'une part automatique de la conscience si les activités supérieures de la conscience sont caractérisées par l'unité, entre parenthèses, la puissance volontaire et indivisible de la conscience, ferme la parenthèse, celle de la conscience automatique se manifeste par des sentiments, des actions multiples et indépendantes les unes des autres. Bref, notre esprit peut nous conduire à réaliser des actions dont on n'a pas conscience. Cette psychologie préfigure la théorie des états de conscience altérés. Celle-ci serait explicative du syndrome de personnalité multiple dont la symptomatologie ressemble si fort aux transes possessionnistes ou spirites. Pour Janet, les conditions
de prestation du médium spirit induisent une fragmentation de la conscience. Une partie de celle-ci devient consciente et perçue comme étrangère à lui-même. Cette désagrégation psychologique expliquerait pourquoi le spirit ignore son mouvement et la pensée qui dirige ce mouvement lors d'une communication par l'écriture automatique par exemple. Il y aurait chez le spirit expérimentateur la formation d'une seconde série de pensées inconscientes. Il éprouve alors l'impression qu'une intelligence extérieure guide les mouvements pour communiquer des idées. Cependant, ces idées sont bien les siennes, bien qu'elles soient dissociées de sa conscience et de sa perception corporelle. Avec Janet apparaît l'idée d'une dissociation mentale qui permettrait à des idées interdépendantes de se séparer du système de la conscience normale. Cette dissociation fut également postulée par Jean-Martin Charcot, pour qui un état hypnoïde était caractérisé par un état de conscience différent où les idées exprimées demeuraient isolées de celles exprimées par la conscience. Pour la psychanalyse classique, il ne faisait aucun doute que toute manifestation spirite était le fait de l'inconscient. Donc maintenant partons aux États-Unis. Le spiritisme kardeciste est à distinguer du spiritualisme, même si les deux termes ont parfois été confondus ou utilisés de façon interchangeable dans la littérature anglaise principalement. Alan Kardec rejette le terme spiritualisme utilisé dans le monde anglo-saxon au profit du spiritisme, considérant que le spiritualisme fait trop penser à une opposition avec le matérialisme. Vers 1848, à Hyattsville, une bourgade de l'État de New York, aux États-Unis, les sœurs Fox sont les témoins de bruits inexpliqués. Les coups entendus répondaient aux questions de la famille et se produisaient devant témoins. L'origine fut attribuée à l'esprit d'un diable. Ce phénomène provoqua très vite un véritable engouement. Un comité d'études fut fondé pour examiner ces manifestations insolites. D'autres personnes parvinrent à reproduire la méthode des sœurs Fox pour communiquer avec l'au-delà et la mode des tables tournantes se propagea jusqu'en Europe. Sans aucune éducation scientifique, Andrew Jackson Davis parvient à produire des ouvrages très complexes. Il affirme dicter ses textes alors qu'il se trouve en état de transe et acquiert aux États-Unis ainsi une réputation de médium et de magnétiseur. L'inventeur américain Thomas Edison, intéressé très tôt dans sa vie aux questions du spiritisme, a eu le projet de créer un appareil censé permettre de rentrer en communication avec les morts, en enregistrant leur voix et leur son, dénommé nécrophone, entre parenthèses spiritphone en anglais. Je vais revenir un petit peu sur celui qu'on nomme Alan Kardec. Donc, il faut savoir que c'était un instituteur lyonnais, Hippolyte Léon Rivail Denisard, dit Alan Kardec, qui s'intéressait d'abord aux recherches sur le magnétisme et l'hypnose. Il observe les réunions médiumniques qui se multiplient en Europe. En 1853, En 1853, l'académicien Saint-René Taillandier lui remet des messages retranscrits par des médiums. Kardec se lance alors dans une analyse des phénomènes supposés faire intervenir des esprits. Il ne fut jamais médium lui-même, comme il est parfois précisé à tort, mais fit appel au concours d'une dizaine de médiums autoproclamés pour recevoir les enseignements des esprits. Après un énorme travail de synthèse, il publie le 18 avril 1857 son œuvre majeure, Livre des esprits. Donc, tout ça pour dire que, on se rend bien compte qu'au fil du temps, quelle que soit l'époque, il y a toujours une sorte de lien très étroit. Enfin, il y a toujours eu, d'aussi loin qu'on puisse chercher,
visiblement, il y a toujours eu ce petit lien étroit et cette porosité donc entre ce monde et le nôtre. Hein. D'ailleurs, très récemment, j'avais regardé un petit documentaire qui mettait en lumière que l'archéologie avait découvert des temples, hein, des lieux de culte qui dataient probablement de l'époque du néolithique. Hein. Donc, ce qui me fait dire qu'effectivement, pour moi, hein, il y a toujours eu parmi donc, les masses, parmi le peuple, des élus, des guides ultra connectés avec ce monde qui les ont conduits dans le sens des directives et injonctions qui leur étaient transmises. Hein. Donc ouais, on a le droit de se demander à quel moment l'humanité a été libre et autonome. Hein. Puisqu'au final, on se rend compte que c'est compliqué de trouver quelque chose de neutre qui ne soit pas coloré ou inspiré ou emprunté par ce monde. Voilà. Et écoute, voilà l'histoire de l'influence donc de l'au-delà dans notre monde au fil des âges. Voilà. Et sur ce, j'espère que cette vidéo t'aura plu et je te dis à très vite. Ciao. Style is the answer to everything.